Bonjour. Nous rendons public aujourd'hui un rapport qui a été piloté par Alain Bergogneau et par moi-même, avec Maud Fasnacht et Mathieu Souquier comme rapporteurs, qui porte sur l'inventaire du quinquennat de François Hollande. C'est un travail inédit, l'inventaire, on en parle toujours, mais personne ne le fait jamais parce que c'est un travail qui est compliqué. Mais nous avons considéré que c'était un travail qui était indispensable parce que ce qui était en jeu, ce n'est pas seulement l'avenir du Parti socialiste, mais c'est au-delà l'avenir d'un courant historique qui est celui du socialisme démocratique dans notre pays, et puis parce que, pour le moins, il s'est passé quelque chose durant ce quinquennat. Nous avons dit, c'est le sous-titre, retour sur un quinquennat anormal. Anormal en ce qu'il s'est écarté de la norme en raison des événements qui sont venus le percuter, la crise grecque, la crise des migrants et évidemment les attentats. Anormal en ce que, pour la première fois, le président de la République sortant au terme de son premier mandat a choisi de ne pas se représenter. Anormal enfin parce que les socialistes en 2012 détenaient davantage de situations de pouvoir locaux et nationaux qu'ils n'en avaient jamais eu et 5 ans plus tard sont menacés de disparition. Nous avons fait ce travail sérieusement, 8 mois de travail, 70 personnes très diverses, acteurs, observateurs qui ont été auditionnés, un rapport de 300 pages. On a essayé de le faire honnêtement, c'est-à-dire avec aucune arrière-pensée, ni pour accabler, ni pour réhabiliter qui que ce soit, et de le faire lucidement pour essayer de sortir d'une lecture simpliste de ce bilan qui a trop souvent eu cours ces derniers mois. On a essayé de répondre à 2 questions. La première question, c'est de savoir quel jugement on peut porter sur le bilan. Et ce qui est frappant, c'est que beaucoup a été fait et que très peu a été mémorisé. Quand on regarde par rapport au programme de 2011-2012, pour l'essentiel, ça a été conforme à la lettre du programme, mais sur un certain nombre de sujets qui ont surgi dans le quinquennat, ça s'est éloigné de l'esprit. Quand on regarde par rapport à aux valeurs de la social-démocratie, à ce que les autres partis au pouvoir dans d'autres pays européens ont pu faire, pour l'essentiel, durant les 4 premières années, l'action a été conforme aux valeurs de la social-démocratie, à ce qu'était, disons, la redéfinition de la social-démocratie au début des années 2000. Mais il y a eu aussi une bifurcation finale en 2016 avec une rupture idéologique avec la loi travail, la déchéance et la méthode même de gouvernement. Et puis, quand on regarde les résultats, eh bien, on voit que d'une certaine manière, la situation s'est améliorée pour la France, mais moins pour les Français. Et au final, prises isolément, la plupart des mesures étaient approuvées par les Français, mais prises globalement, elles étaient massivement rejetées. Ce bilan aurait pu être défendu, mais il ne l'a pas été. La défaite rapidement était probable, mais la déroute n'était pas inéluctable. C'est pour ça que la deuxième question à laquelle nous avons essayé de répondre, c'est comment expliquer ce désastre politique. Et là, nous essayons de sortir d'analyses qui essayent d'isoler une seule cause ou de faire porter la responsabilité à une seule personne. Je crois qu'il y a un enchaînement du tout début jusqu'à la toute fin qui explique la situation des socialistes. D'abord, si simplement je les cite, les imprudences de la campagne, dans une campagne qui pourtant avait peu promis, mais malgré tout, la formule de la présidence normale, c'est la campagne. Le slogan « Le changement, c'est maintenant » a été entendu par les Français comme une promesse d'un changement immédiat, et un certain nombre de promesses, notamment la renégociation du TSCG européen, n'ont pas été honorées, sans doute parce qu'il était difficile qu'elles le soient. Il y a eu ensuite des ruptures successives qui ont conduit à un rétrécissement de la majorité, rupture d'opinion dès 2012 avec le choc fiscal, rupture politique en 2014 avec le départ de Jean-Marc Ayrault, l'arrivée de Manuel Valls et de son style, le départ un peu plus tard d'Arnaud Montebourg et de Benoît Hamon, rupture idéologique, je l'ai évoqué, en 2016. Et puis, il y a une troisième cause, ce que l'on peut appeler la chronique du quotidien, c'est-à-dire ce que les Français voient ou vivent
de la politique gouvernementale jour après jour et qui a été souvent chaotique. Par exemple, on commence par alourdir la fiscalité pour les plus modestes avant de l'alléger. Lorsque le CICE est annoncé, quelques jours après, il y a la polémique sur Florange. Lorsque François Hollande annonce le pacte de responsabilité, c'est concomitant à la publication du livre de Valérie Trierweiler. Tout cela finit par brouiller les messages. Quatrième cause, une pratique chaotique du pouvoir avec d'un côté un défaut d'autorité du président de la République et d'un autre côté un excès d'irresponsabilité de la plupart des autres acteurs. C'est vrai des partenaires de la majorité, les Verts, c'est vrai d'un certain nombre de personnalités du Parti socialiste, à l'intérieur desquels ceux qu'on a appelés les frondeurs portent évidemment une responsabilité majeure en ce que, poussant les désaccords sans fin, ils ont donné le sentiment que les socialistes étaient en désaccord sur tout. Et il n'y a eu, pendant tout le quinquennat, responsabilité partagée, aucun espace de régulation pour rendre des décisions qui étaient considérées comme légitimes par les uns et par les autres. À cela s'ajoute une cinquième cause, un récit qui a été déficient. À aucun moment, ni François Hollande ni les autres responsables n'ont véritablement tenté de donner la cohérence de la politique qui était suivie. Et enfin, il ne faut pas oublier, si je dis ça commence au tout début, ça finit à la toute fin, la campagne de Benoît Hamon lui-même, qui, après sa victoire à la primaire, alors même qu'il était, après la primaire, nettement devant Jean-Luc Mélenchon, pas très loin d'Emmanuel Macron, a perdu 10 points en l'espace de 100 jours par une campagne qui a été empêtrée dans des négociations aussi longues qu'elles ont été improductives et qui s'est isolée sur un espace idéologique qui était réduit et qui était au surplus concurrencé par le candidat de la France insoumise. Voilà les quelques éléments que l'on essaye de porter au débat public. Et puis, pour le reste, si vous voulez en savoir plus, le rapport dans son intégralité est disponible, comme toujours, sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Bonne lecture.